Et c'est parti. Ah, j'adore cette voix. Bon, bonsoir à tous. Bienvenue à cette session numéro 6 de notre communauté d'apprentissage. Je vais partager mon écran. Ce soir, j'ai Jim qui est de retour avec moi. Et oui, il n'est pas loin de moi, ma main traverse les deux écrans. Et ce soir, cette session sera dédiée au sauvetage aquatique. Ça marche. Donc avant de commencer, je vais te poser la question, Fahed, est-ce que vous faites à Bouskoura du sauvetage aquatique? Tout à fait, en seconde. Et par contre, moi, c'est une activité que je ne connais pas du tout. Je vais le faire cette année avec les secondes, mais je ne connais pas du tout. D'accord. Donc, la Ça tombe session bien. de ce soir va être utile. Donc, n'hésite pas à poser des questions. Je ne suis Ouais, pas un livre ouvert concernant le sauvetage aquatique, mais c'est d'accord. une activité auquel je m'intéresse depuis 3 ans maintenant. Et je dirais qu'il me passionne de plus en plus parce que je trouve ça vraiment cool, en plus d'être utile. Et est-ce que tu sais, est-ce que tu as un regard un petit peu sur ce qui se fait en élémentaire? Est-ce que tu sais si ça peut se faire aussi en élémentaire? Ou alors si ça se fait, la seconde, c'est la première découverte avec, avec le sauvetage? Fred? Oui, pardon. C'est à moi la question parce que ça avait Oui. coupé. Donc, nous, on commence dès là. Nous, on commence en seconde, en fait. C'est une sorte de préparation pour la terminale, pour le bac. Ok. On ne fait pas avant. Très bien. Bon, écoute, on va commencer. Donc d'habitude, j'ai un petit fil rouge qui concerne les émotions de sport que je n'ai pas volontairement pas développé ce soir, puisque je souhaitais que l'on parle tous ensemble de la semaine olympique et paralympique, donc qui s'étale sur 3 semaines environ. Le temps fort, c'est du 3 au 8 avril, mais on pouvait le faire une semaine avant, une semaine après. Je sais qu'il y a beaucoup d'événements qui se déroulent dans tous les lycées français du monde, y compris dans notre réseau à nous, la Mission Laïque. J'ai déjà des collègues qui m'ont fait remonter des trucs absolument géniaux, notamment les collègues de Madrid. Donc, j'ai fait un petit article sur la page. On a le collègue de Madrid, de Villanueva, la Cañada, qui s'est beaucoup, beaucoup impliqué dans cette semaine olympique et paralympique. Donc, j'ai créé un petit article que je vous laisserai lire, qui permet d'aller suivre un petit peu tout ce qu'il fait, et je trouve ça absolument génial. Il va notamment faire 2024 km avec ses élèves en relais dans l'établissement. Il va faire les anneaux olympiques avec tous les élèves de l'établissement. Il va essayer de marquer 2024 points avec ses élèves en lancer franc. C'est absolument cool ce qu'il nous propose. Excellent. Nous, ici à Mermoz, on a deux temps forts dans cette SOP. On va avoir une partie olympique qui va concerner le football féminin. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'entrer en contact avec la directrice technique nationale du football féminin ici, qui va venir nous proposer un entraînement de haut niveau, en fait. Donc ça, ce sera le premier temps fort. Et puis le deuxième temps fort qui sera la semaine prochaine, ce sera pour tous les élèves du basket une exhibition, en fait, un petit moment de partage entre des athlètes qui sont en basket fauteuil et nos élèves. Donc, ils viendront nous faire un petit match et puis ensuite, ils feront une petite initiation avec les élèves. Donc, vraiment, cette semaine olympique et paralympique, je trouve que c'est vraiment quelque chose de génial et que si tous les collègues pouvaient se lancer là-dedans et proposer un petit quelque chose, ce serait génial. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire remonter les photos, les vidéos pour qu'on puisse parler de vous sur le site de la communauté. Fahed, j'imagine que vous faites des choses grandioses à Bouskoura. Bah, écoute, figure-toi que l'année dernière, oui. Je ne sais pas si tu avais entendu parler, mais on avait fait venir l'équipe nationale en dit basket, l'équipe féminine de Ah France. ouais. On avait fait beaucoup de choses. Alors là, cette année, apparemment, la chef d'établissement a été pas très chaude. Donc, il y a quelque chose qui va se faire, mais pendant les vacances scolaires. Donc, c'est bizarre, je sais, mais c'est avec Mais il va y avoir l'inscription. quelque chose. Hein? Mais il va y avoir quelque chose. Il va y avoir quelque chose. Après, quoi? Je ne suis pas encore informé, parce que nous, on a un gars qui s'occupe, c'est lui qui s'occupe de ce genre d'événements, et on n'a pas encore eu de retour de sa part. Bon, écoute, dès que tu en sais plus, n'hésite pas à me faire remonter tout ça, en tout cas. Ça marche. Alors, venons-en à notre sujet principal, qui est le sauvetage aquatique.
Donc, quand on parle de sauvetage aquatique, il s'agit d'une activité qui appartient au champ d'apprentissage numéro 2. J'ai cru que tu allais dire on pense Pamela Anderson, j'ai eu peur. Ça va. On n'y pense plus, elle est trop Ouais. vieille maintenant. Il y a des remplaçants des jeunes. On parle du champ d'apprentissage numéro 2 de l'EPS, qui regroupe un petit peu toutes les activités nature, que sont la course d'orientation, le VTT, le canoë-kayak, l'escalade, le ski et ce sauvetage aquatique, donc, qui est apparu dans les programmes il y a à peu près une dizaine, une quinzaine d'années et qui se développe de plus en plus. Alors, concernant ce champ d'apprentissage numéro 2, donc dans les programmes, on cherche à se déplacer en s'adaptant à des environnements variés et incertains, et ou incertains, ce qui est le cas d'une voie d'escalade, ce qui est le cas d'une piste de ski, ce qui est un petit peu moins le cas d'un parcours de sauvetage aquatique. On verra pourquoi tout à l'heure. On est plus sur des parcours variés que sur des parcours incertains, puisqu'en sauvetage aquatique, les élèves ont la connaissance dès le début du cycle des différentes difficultés liées aux différents parcours. Dans ce champ d'apprentissage numéro 2, je voulais vous reparler des 3 enjeux de formation qui sont pour moi essentiels vis-à-vis de ce champ d'apprentissage-là. Quelle que soit la PSA dans son apprentissage, les élèves doivent essayer, dans un premier temps, de construire un projet de déplacement. C'est-à-dire qu'ils vont devoir avoir connaissance de leurs ressources, essayer d'identifier leurs ressources pour choisir une piste de ski adaptée à leurs capacités, une voie d'escalade adaptée à leurs capacités, de façon à ne pas partir vers quelque chose de trop difficile qui pourrait nuire à leur sécurité, voire même à la sécurité de leurs camarades. Ensuite, le deuxième enjeu de formation qui me semble important dans son apprentissage, c'est la lecture du milieu, c'est-à-dire être capable d'identifier ce qui s'y passe, quelle est sa difficulté, ou alors, à défaut, d'être aidé par un de ses camarades pour pouvoir identifier les points clés qui vont permettre de savoir si c'est facile, difficile, et si je vais pouvoir me lancer sur la voie d'escalade, sur la piste de ski, sur le parcours de sauvetage. C'est-à-dire que l'élève va devoir être capable de doser un petit peu où il se lance en fonction de ce qu'il sait faire. Et enfin, dans ce champ d'apprentissage numéro 2, ce qui est important, dans un troisième temps, c'est d'essayer de collaborer avec ses pairs autour de la sécurité, puisque la sécurité, on va le voir tout de suite, c'est une des notions essentielles de son apprentissage, quelle que soit l'activité. Alors, petit point sur la sécurité. Toutes les activités dont on vient de parler, que je viens d'évoquer, ont toutes des risques évidents qui sont liés à l'environnement de pratique. On a forcément plus de risques sur une paroi d'escalade, dans une forêt de course d'orientation, dans une piscine, voire en milieu naturel, suivant l'endroit où on se trouve, que sur un terrain de foot. On a forcément plus de risques puisqu'on va avoir du matériel spécifique. Les skis, les bâtons de ski, l'utilisation des mannequins en sauvetage aquatique, voire l'utilisation de bateaux en canoë-kayak, ça va forcément entraîner des risques. Et il va falloir, en tant que professeur de PS ou professeur des écoles, être capable de maîtriser les risques liés à ces activités. Donc, on va devoir, nous, en tant qu'enseignants, créer les conditions qui vont faire en sorte de minimiser au maximum les risques. Je vous ai mis une petite photo en bas. Les programmes, eux, ils parlent de mettre les élèves en conditions de risque acceptable. Donc, pour faire ça, pour réduire les risques, on a 2 types de sécurité. Je reviens dessus très, très rapidement. La première sécurité, c'est la sécurité passive, c'est-à-dire tout ce que l'enseignant va mettre en place sur son milieu de pratique pour réduire les risques. Je vous donne un exemple très simple. En gymnastique, je vais mettre un tapis parce que je sais que mon élève il va venir sauter ici et que s'il a un tapis épais, s'il tombe, eh ben, il ne va pas se faire mal. C'est exactement la même chose en escalade. Je vais mettre un gros tapis sous la voie puisque je sais que si l'élève est en train de passer en bloc, s'il tombe, il tombe sur ce tapis et j'aurai mis en place les conditions de sécurité passive qui vont faire que l'élève ne va pas se blesser. Ensuite, le deuxième type de sécurité que l'on rencontre en EPS, c'est la sécurité active. Là, c'est plus facile à comprendre. C'est tout ce que le professeur va demander aux élèves de faire pour éviter de se blesser. Par exemple, la mise en place d'un pareur en escalade
qui va être sous le corps de son camarade qui est en train de s'échauffer en bloc pour pouvoir le rattraper au cas où il glisserait. OK? Donc, est-ce que toi, Fahed, tu as des questions sur ces différents types de sécurité ou est-ce que c'est plutôt clair pour toi? C'est clair, c'est vraiment clair. OK. Alors, ce qui est quand même assez cocasse, c'est qu'en fait, ce champ d'apprentissage-là, souvent, il est fait aussi parfois dans des classes découvertes. Et donc, ça mène une double problématique, celle de faire d'abord une activité qui nécessite un risque acceptable et qui en plus parfois est éloignée des parents. On pense à ce qui peut être le ski, l'escalade lorsqu'on n'a pas de mur. Souvent, on profite, moins en élémentaire, lorsqu'il y a des classes à vocation sportive. C'est parfois dur de combiner ces activités-là avec une non-proximité parentale. Donc, pour les collègues qui se posent un petit peu de questions concernant la sécurité, je vous ai mis un document complet ici euh, que vous pouvez ouvrir, lire, qui détaille un petit peu tout ce que je viens de dire juste au-dessus. Alors, pourquoi je ne peux pas changer de slide? C'est bon. Donc, le sauvetage aquatique, de quoi on parle? C'est une discipline sportive qui est assez sympa et ludique, qui regroupe plusieurs spécialités. Alors, on peut avoir le sauvetage pur, on peut avoir le sauvetage avec des planches, on peut avoir le sauvetage avec des frites, on peut avoir le sauvetage avec des embarcations, etc., etc. Et qui a pour objectif de réussir à sauver mieux et de réussir à sauver vite. Donc, la notion de bien sauver la personne est importante. Ce qu'on va demander à nos élèves, principalement dans nos piscines, c'est d'essayer de maintenir la tête du mannequin hors de l'eau, puisque si on était dans le cas d'un vrai sauvetage, il ne faudrait pas que la personne qui est sauvée ait la tête dans l'eau pour ne pas aggraver son cas. Donc, on cherche à sauver mieux. Et on cherche également à intervenir vite sur la personne qui est en train de se noyer, sur le mannequin, puisqu'il y a une notion de temps et de vitesse dans ce sauvetage aquatique. Donc, je vous l'ai mis en dessous. Pour la Fédération française de sauvetage sportif, cette discipline peut se pratiquer en mer et en piscine. C'est intéressant puisque, par exemple, je pense à des lycées français comme Alexandrie, comme Bahreïn peut-être, qui ont un accès à la mer assez facile. Le sauvetage aquatique, pourquoi pas, peut être pratiqué en mer. Quand j'étais à Mayotte il y a quelques années, on proposait à nos élèves de troisième une initiation sauvetage aquatique en lagon. Ça peut se faire avec ou sans embarcation. Pour ma part, j'ai jamais fait de sauvetage aquatique avec embarcation. Ça aurait été sympa d'avoir un collègue éventuellement qui aurait eu une expérience avec ce type de matériel. Alors en élémentaire, le sauvetage n'est pas en soi au programme, mais en fait c'est une manière de donner du sens à beaucoup de choses que font nos élèves. Et nous, du coup, on l'a peut-être quand même plus ou moins fait avec embarcation, avec des tapis épais, en travailler la mise à l'eau depuis le milieu du bassin. Donc c'est une manière aussi d'entrer, travailler d'entrer dans l'eau. L'embarcation étant un gros tapis, mais ça fonctionne aussi. Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, l'embarcation peut permettre d'entrer dans l'activité pour les petits. Effectivement. De toute manière, on va l'aborder, mais là, on a souvent du mal à donner du sens à l'activité de natation et qui peut la rendre un petit peu rébarbative pour les enfants qui ont l'impression que la natation, c'est voir défiler le carrelage quand on nage le crawl. Et c'est vrai que cette approche-là, elle est directement extrêmement ludique pour les élèves et on le verra aussi, développe un esprit de coopération qui n'est pas toujours fréquent, notamment dans les activités aquatiques. Et donc, cette activité que l'on fait maintenant en EPS, elle est dérivée en fait de tout le sauvetage côtier professionnel que l'on retrouve en Floride, que l'on retrouve en Australie, que l'on retrouve pas mal en Afrique du Sud également. Donc ça vient de tous ces pays-là en fait. Alors ensuite, pour vous lancer dans cette activité, il n'y a pas besoin de dépenser énormément d'argent. Nous, on fonctionne avec 4 mannequins. On a 2 mannequins adultes, 2 mannequins enfants. Effectivement, il y a une dépense d'à peu près 1 000 € pour ces 4 mannequins.
Mais ils durent bien. Ils durent bien, ces mannequins, ils tiennent le coup. Donc, on peut les garder facilement, je pense, une dizaine d'années sans avoir à redépenser plus d'argent. Sans compter qu'ils sont aussi utilisés par beaucoup de classes qui ne font pas de sauvetage. Lorsque, par exemple, on travaille avec des cycles 2 sur l'entrée dans l'eau et le fait de descendre pour aller toucher le nez du mannequin, par exemple, c'est quand même plus rigolo. Donc, on s'en sert pour ça aussi, pour faire des repères sous l'eau. Et on ne devrait peut-être pas le dire, on s'en sert même parfois comme marchepied pour des élèves qui ne parviennent pas à ressortir du bassin. Et ce qui est sympa aussi avec ces mannequins, c'est qu'ils peuvent être utiles aux établissements dans d'autres contextes, normalement, notamment les formations secourisme, etc. On peut également acheter des petits lots de tapis flottants qui peuvent servir d'obstacles. Vous verrez tout à l'heure à quoi ça peut servir. Et puis après, pour les notions d'obstacles que l'on va retrouver dans les programmes en natation sauvetage, on peut également tout simplement utiliser des cerceaux qui deviennent des obstacles verticaux. Alors nous, on les a bricolés, on a accroché des cordes pour pouvoir les accrocher aux lignes d'eau. Et avec ces trois matériaux-là, on peut tout simplement, avec ça, se lancer dans un cycle de natation. Il n'y a pas forcément de grand-chose de plus. Alors, pour du confort, pour avoir un peu plus de jeu, on peut utiliser des cerceaux, on peut utiliser des petits poids qui sont lestés, on peut utiliser des petits cerceaux lestés, et puis tout ce qu'on utilise habituellement en natation, des planches, des pull buoys, etc. Avec à peu près 1 000 euros, on peut se lancer dans la natation sauvetage. Alors, j'ai voulu, avant de me lancer dans mon speech, avoir un petit peu le ressenti des élèves vis-à-vis de cette activité. Donc, je vais vous passer 2 vidéos très courtes, 3 vidéos très courtes, dans lesquelles nos élèves du lycée Mermoz d'Abidjan nous parlent de cette activité. Alors, la première. Donc, mesdemoiselles, bonjour. Je voulais savoir si vous aviez déjà fait de la natation sauvetage. Qu'est-ce que vous pensez de cette activité? Est-ce que c'est une activité difficile ou non pour vous? Moi, c'est une activité difficile, mais je pense qu'elle est plutôt utile. Ok, c'est une activité qui est utile. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est une activité difficile? Déjà parce qu'il faut de l'endurance et puis aussi de la force pour soulever les mannequins. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi c'est une activité utile pour toi? Ça peut servir en cas de besoin. Alors, c'est quoi les besoins? S'il y a quelqu'un qui se noie, Il y a quelqu'un qui se noie dans la mer. ça peut servir. Ok, ou en piscine. Ensuite, est-ce que vous trouvez que c'est une activité qui est plus difficile que les autres activités faites en première? Déjà, quelles sont les activités que vous avez faites en première? Et est-ce que c'est plus facile ou plus difficile d'après vous? On a fait demi-fond, prise de table et natation sauvetage. Comparé à demi-fond, ça va, mais c'est pas l'activité la plus facile. Merci beaucoup les filles. Donc voilà, on va se faire la deuxième petite vidéo. Si j'arrive à retourner sur mon lien, c'est celle-là qui est sympa. Messieurs, bonjour. Alors, nous allons parler de natation sauvetage, de sauvetage aquatique. Je voudrais savoir si cette activité, vous l'avez faite plusieurs fois pendant votre parcours scolaire, vous êtes en terminale. J'ai fait en première pour la choisir en année où il y avait natation sauvetage. À part ça, dans le parcours scolaire, j'ai fait natation sauvetage. Ok. Est-ce que cette activité vous semble difficile ou facile? Ça dépend du niveau qu'on a pour certains. Dans la classe, c'est des vraiment très bons nageurs qui font très facilement. Après, il y en a qui ont un peu quelques difficultés, mais dans l'ensemble, je trouve que ça va. C'est quelque chose d'impossible à faire. Quels sont les prérequis qui sont nécessaires d'après vous pour pouvoir démarrer cette activité, aborder cette activité avec des élèves comme vous? Je pense que pour les élèves, il faut avoir un excellent cardio. C'est vraiment quelque chose qui. La natation sauvetage, c'est vraiment un sport qui épuise énormément. Donc, il faut aussi avoir un mental en acier. Parce que à plusieurs reprises, on a envie d'abandonner en pleine course, mais il faut continuer, il faut pousser. Du coup, ouais, un bon mental, une bonne endurance, et puis
Il y a aussi un peu de technique. Il faut maîtriser les mouvements, les gestes, le crawl, etc. Quel type de technique et de mouvement? Bah, comme je dis, il y a les différentes nages. Donc, il y a le crawl, il y a la brasse, il y a le dos, crawler ou brasser. Il faut aussi savoir comment attraper le mannequin. Il y a des bonnes positions pour Ouais. Le rythme de respiration. Alors maintenant, qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'utilité de cette activité? On a dit ça peut servir. Ça sera utile. Je peux sauver quelqu'un quand même. Il n'y a pas plus utile que ça. Je peux sauver une vie. Et enfin, pour terminer, est-ce que c'est une activité pour laquelle vous pensez avoir une bonne note lors de l'examen de votre bac? Personnellement, je me débrouille bien. Donc, je pense avoir une bonne note. Alors moi, je me débrouille beaucoup moins bien que mon camarade, mais en vrai, le barème est assez généreux et puis il valorise quand même pas mal l'effort. C'est-à-dire que même si on n'est pas des grands nageurs, mais que tant qu'on fait l'effort, qu'on essaie de progresser, on peut quand même faire quelque chose qui peut nous donner un petit 16, un petit 18 si on se donne vraiment à fond. Donc oui, ça va. Merci, messieurs. Ok. Donc, ce qui ressort un petit peu de ces deux vidéos, c'est que les élèves perçoivent le sauvetage aquatique comme étant un truc dont ils ont déjà entendu parler. C'est dans la vidéo qu'on n'a pas regardée, c'est pas très grave, vous la regarderez plus tard. C'est une activité qui est peu courante dans le parcours scolaire, c'est-à-dire que généralement, les élèves la découvrent en seconde, en première, mais pas avant. On disait tout à l'heure, il y a très peu finalement de sauvetage dans le parcours scolaire. Alors, gros préjugé des élèves, c'est une activité qui nécessite un excellent cardio. Vous verrez dans les 3 vidéos, ils nous disent ça. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est utile, que ça nécessite de l'endurance et qu'il faut du mental et de la technique. Malgré tout, c'est une activité que les élèves décrivent comme étant relativement accessible, c'est-à-dire que les élèves pensent qu'en s'entraînant, on peut avoir une bonne note. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Fahed, ou est-ce que les élèves de CASA pensent un petit peu différemment à ce niveau-là? Par rapport aux échos que j'ai eus de mes collègues, c'est le même cas en fait, c'est pareil. Ok, ce serait à peu près le même discours. Ah ouais, c'est le même discours. Hein. Fahed, Après, chez nous, c'est une activité que les élèves n'apprécient pas beaucoup. Hein. Mais bon, et quid de tes collègues? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils apprécient d'enseigner parce que c'est un peu novateur, ça permet d'explorer, d'être inventif, ou est-ce que au contraire c'est quelque chose qu'ils n'apprécient pas forcément non plus? moi, j'ai entendu que des choses positives dessus. Hein. Parce que comme moi, je connaissais pas, donc j'étais un petit peu inquiet, mais en tous rassurant, en me disant non, t'inquiète, c'est bien, tu vas voir, tu peux faire beaucoup de choses. Donc voilà, Ok. Très plutôt bien, positif. d'accord. Alors, donc c'est une activité que tu découvres. On va parler un petit peu de l'intérêt pour les professeurs de PS et puis les professeurs des écoles également. Hein. Alors, la première chose que je voulais souligner et développer, c'est que c'est une activité qui est facile à mettre en place. Vous avez vu au niveau du matériel, on n'a pas besoin de grand-chose. Et une fois qu'on a la piscine, le maître nageur, on peut se lancer là-dedans avec des choses très simples, même avec des petits, et on peut tout de suite être dans du sauvetage. Donc très facile à mettre en place. Ensuite, c'est une activité qui permet, selon moi, un suivi des élèves vraiment très individuel. Vous allez avoir différents niveaux de pratique et en fonction des différents parcours que vous allez mettre en place, proposer, en fonction des différentes actions de sauvetage, en fonction des différents poids des mannequins qui vont être à aller chercher, du niveau de difficulté du parcours, vous allez pouvoir vraiment avoir un suivi individuel de vos élèves. Je vous ai mis un exemple de fiche là. On va voir très bien sur cette fiche que mes élèves de première, là, ils évoluent au fil du temps sur les parcours, ils réussissent ou ils ne réussissent pas, ils ont des temps. Quand ils réussissent bien au parcours 1, ils vont pouvoir passer au parcours 2, essayer de faire des essais. Ça va peut-être pas marcher du premier coup, ils vont s'entraîner, évoluer. Des fois, je mets plusieurs colonnes de temps en fonction des séances. Donc, on a vraiment une carte d'identité de notre classe et un suivi de nos élèves qui est très facile dans cette activité. Ensuite, c'est une activité où il est également relativement aisé de jouer sur les variables.
le nombre de répétitions, le volume de nage, le temps de récupération, la difficulté des parcours. On peut également imaginer tous les aménagements possibles et imaginables. Je pense par exemple à une élève qui a des problèmes de tympan. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Tant qu'elle fait son sauvetage, on trouve un aménagement. Donc là, l'aménagement qui a été trouvé avec cet élève-là, c'est de mettre le mannequin en surface plutôt que d'aller le chercher en profondeur. Ça lui permet quand même de travailler et c'est très facile pour elle de pouvoir progresser quand même. Et dans les variables, il y a plein de choses qui peuvent également développer la motivation de nos élèves. On peut mettre une contrainte chronométrique, on peut faire des moments des courses en relais, on peut opposer du coup deux équipes ou pas. On peut axer sur le qualitatif uniquement, on peut axer sur la vitesse. On peut jouer sur le matériel. On peut jouer sur le matériel et on peut même, alors bien sûr, si c'est du au lagon, alors là, ça ne pose aucun problème, mais mettre également une activité de course préalable avant, de manière à travailler l'entrée dans l'eau un petit peu précipitée. Alors, au bord du bassin, on a peut-être une consigne de sécurité un peu plus difficile, puisqu'on dit de ne pas courir au bord du bassin. Mais en élémentaire, par exemple, où on fait parfois des activités, on fait de l'aquathlon, où on mélange la course et la nage, les élèves enchaînent les deux. On peut très bien imaginer de mettre un parcours avec basket, basket, maillot, t-shirt rapide autour de la piscine pour arriver rapidement sur le lieu, se déchausser, jeter dans l'eau, entrer dans l'eau. C'est des choses qui peuvent aussi, où on peut mettre des activités de course extérieure rapide, bien sûr, avec un parcours de sauvetage. Même si ce n'est pas dans les épreuves du baccalauréat, en élémentaire, par exemple, c'est une chose qu'on peut tout à fait envisager. C'est une manière de renforcer l'entrée dans l'eau, en fait, et de gommer l'appréhension, parce qu'avec l'enjeu derrière, avec le côté ludique, les élèves peuvent dépasser leur appréhension et rentrer dans l'eau. Et enfin, c'est une activité où il est très facile de développer la collaboration, la coopération entre les élèves. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Mais c'est très, très, très facile de les mettre par deux, avoir un élève sur le bord du bassin, un élève qui fait le travail, un élève qui chronomètre, un élève qui fait le travail, etc. Alors maintenant, l'intérêt pour les élèves, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une activité qui a tout de suite du sens. Vous avez vu, les élèves ivoiriens, tout à l'heure, ils ont dit ah bah, ça, c'est très facile, c'est utile parce qu'ici, l'océan, il est dangereux. Donc, c'est quelque chose qui peut servir dans la vie de tous les jours. Ensuite, c'est une activité qui permet de mesurer, quantifier ses progrès en tant qu'élève, cette fois-ci, de façon très simple. J'y arrivais pas la semaine dernière à remorquer mon mannequin ou j'y arrivais pas dans le temps imparti. Cette semaine, j'y arrive. J'ai changé ma technique de nage, j'ai eu une meilleure tenue de mon mannequin, etc. Les élèves, ils voient tout de suite si ça marche ou ça marche pas. Une activité ludique, comme tu le disais tout à l'heure, Fahed, comme l'a dit Jim, dès le départ, natation sauvetage, même avec des petits, une activité, un tapis, un objectif, un système de relais. Les élèves, tout de suite, ils s'éclatent. Ils rentrent tout de suite dans l'activité. Et enfin, une activité qui est accessible à tous. Beaucoup d'enseignants ont peur de se lancer dans le sauvetage, alors qu'en fait, même un élève qui ne sait pas nager avec un tapis, une ceinture, il peut très bien aller chercher quelque chose qui est en surface, le ramener. Il y a tout de suite une notion de challenge. On peut lancer un temps, un relais, etc. Et même celui qui ne sait pas nager, il peut se lancer dans le sauvetage. Et je pense que l'activité ludique aussi, c'est une manière de retrouver peut-être sur des choses qui se font davantage en maternelle et peut-être même en élémentaire, c'est l'idée du parcours. On a des parcours de motricité, on développe beaucoup de parcours différents à l'école primaire, il y en a moins au collège. Et là, on peut très bien envisager de demander aux élèves, avec un certain nombre de matériel, d'inventer un parcours avec un certain nombre de contraintes à respecter. Mais je pense que ça peut être aussi intéressant d'impliquer les élèves là-dedans. Et puis aussi, nous, en élémentaire, on a un problème qui est peu commun, c'est qu'on a parfois des classes qui ont beaucoup de cycles de piscine, 2 dans l'année, et en maternelle, sur des temps longs, par exemple. Et donc, une fois que la natation est faite, on a développé le water polo, mais c'est une manière aussi d'amener quelque chose d'autre. On est toujours dans le même espace piscine, mais on propose une autre type d'activité. C'est cette forme de monotonie. La conception de parcours, je pense qu'elle est
très intéressante, à moins qu'elle soit bien sûr normée pour une épreuve du bac, mais en amont quand même, pour essayer notamment de toucher des compétences dépassées, de réfléchir avec les élèves quel type de parcours on peut créer. Alors, on va maintenant vous parler de l'épreuve du bac que nous avons ici, que nous avons mis en place. Donc, dans cette épreuve, l'élève, il est confronté à 3 parcours. Un parcours, on va dire, relativement facile, un parcours de difficulté moyenne et un parcours difficile. Je ne vais pas tout vous lire dans le détail. En fonction tous ces parcours vont être chronométrés, bien entendu. Pour réaliser ces parcours, les élèves vont avoir un temps limite qui va être de 3 minutes 15 pour les filles, 2 minutes 55 pour les garçons. Et en fonction des erreurs qu'ils vont commettre dans la réalisation de leur parcours, ils auront des pénalités. Donc là, nous, on a des pénalités de 5 secondes. Par exemple, à chaque fois que la bouche du mannequin va toucher l'eau, par exemple, à chaque fois qu'un obstacle va être mal franchi, par exemple, à chaque fois qu'on va avoir une reprise d'appui dans l'eau, toutes ces choses-là entraînent des pénalités de temps qui vont jouer sur la note. Donc, comme vous le savez, au baccalauréat, on a 3 attendus de fin de lycée à évaluer pour chaque épreuve. Là, en sauvetage aquatique, l'attendu de fin de lycée numéro 1 correspond globalement à une partie performance. Il va permettre d'évaluer l'élève en fonction de la difficulté du parcours choisi, de sa connaissance du parcours et du temps qui est mis pour réaliser ce parcours. Je ne vais pas vous détailler tout le tableau. Plus le parcours est difficile, plus ça vaut de points. Plus l'élève le réalise rapidement, plus ça vaut de points. Donc, on est plutôt sur une partie performance. Ici, à Mermoz, on demande également en début d'épreuve à l'élève de nous faire un petit oral dans lequel on lui pose 2 ou 3 questions. On lui demande de nous présenter son parcours pour savoir s'il le connaît. La première année, on s'est rendu compte qu'au bout de 8 à 10 séances, il y avait encore des élèves qui étaient incapables de décrire leur parcours. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ça en place. On demande également aux élèves de nous prédire le temps qu'ils vont faire sur le parcours qu'ils réalisent, ce qui permet de savoir un petit peu si les élèves ils ont travaillé et puis s'ils ont une idée de ce qu'ils sont capables de faire. Donc, et parfois, quand l'élève n'est pas capable de répondre, on pose d'autres questions pour essayer de le valoriser un petit peu et de trouver des points positifs à son oral. Ensuite, le deuxième attendu de fin de lycée, comme dans les autres épreuves, correspond au cahier d'entraînement, c'est-à-dire que l'élève va devoir, dans un premier temps, dans ce cahier, nous relater un petit peu ce qui s'est passé dans toutes les séances, nous expliquer à quoi ça sert, et surtout nous proposer un entraînement. Donc, qui peut être soit pour lui, c'est-à-dire en fonction de ses difficultés, nous proposer des séances qu'il sait lui-même fabriquer et qui lui permettent de progresser, soit pour un camarade, c'est-à-dire moi je suis coach de tel camarade et je lui propose tel type de séance pour tel type de problème. Et on a également dans cet attendu de fin de lycée numéro 2 la prédiction du temps que l'on demande lors de l'oral. Et ensuite, dans la troisième partie de cette épreuve, on va avoir le rôle de coach. Le coach va devoir, comme je le disais auparavant, proposer 1 ou 2 séances d'entraînement et être capable d'assurer la sécurité de son camarade pendant le passage de son épreuve. Je vous ai mis un exemple de fiche de coaching qui m'avait été fait il y a quelques mois, là, qui était plutôt pas mal. Donc désolé, la qualité n'est pas terrible, c'était une photo. Mais l'élève nous proposait un petit peu une appréciation de son binôme. Elle a un bon niveau, elle sait faire ci, elle sait faire ça. Elle nous avait mis une toute petite liste d'entraînement qu'elle avait proposé à sa camarade et elle nous avait mis l'évolution des temps de sa camarade. Donc, je trouvais que c'était assez synthétique et plutôt intéressant. Est-ce que l'épreuve de bac chez toi, Fahed, a à peu près la même présentation ou est-ce que vous êtes tout à fait sur autre chose? Bah, j'avais regardé vaguement l'année dernière, puisque il me semble qu'il y a eu des modifications entre l'année dernière et cette année, mais je me suis pas trop penché dessus en fait.
Mais je Ok. sais que c'est pareil, l'élève doit choisir la distance qu'il va parcourir, le nombre de, comment on appelle ça? Euh, il a des trucs à récupérer avant de récupérer le mannequin. Ouais. Ouais, il me semble. J'allais regarder vite fait, mais vraiment, je me Donc, en rappelle gros, plus ça exactement. ressemble un petit peu. Ça ressemble un petit peu. Ouais, ça ressemble un petit peu. Il y a des obstacles, en fait. Je sais qu'il y a des obstacles aussi, pareil. Mais Justement, on va parler de nos petits parcours que nous proposons ici. Donc, un premier parcours qui a une distance de 75 mètres. Donc, dans ce parcours, on va avoir un obstacle de nature similaire à chaque 25 mètres. C'est-à-dire qu'à chaque 25 mètres, l'élève va choisir entre le passage d'un obstacle vertical, qui est un cerceau lesté qui est immergé, ou un obstacle horizontal. C'est-à-dire qu'il va devoir passer sous un tapis. Une fois ces 75 mètres réalisés, l'élève va avoir 1 minute de pause pour se positionner devant son mannequin, récupérer de ses 3 longueurs de nage. Et là, il va devoir remorquer un mannequin enfant, c'est-à-dire qui, une fois immergé, fait environ 35 à 40 kg sur une distance de 15 mètres. Et ça, il doit nous le faire en sur un temps inférieur ou égal à 2 minutes 45 pour les garçons et 3 minutes 05 pour les filles. C'est ce que nous, on appelle notre parcours facile. Au niveau de l'entrée dans l'eau sur ce parcours, l'élève, il n'est pas obligé de savoir plonger, puisque là, il peut partir du bord de la piscine ou du plot et il peut plonger comme il le souhaite. Alors, on a appelé ça plongeon chevalier parce que c'est plus académique, mais c'est ce qu'on appelle tout simplement le plongeon bouteille. Je vous ai mis des petites vidéos, vous pourrez regarder ce parcours en détail. Ensuite, le deuxième parcours, qui est le niveau intermédiaire, là, l'élève, il doit savoir plonger. Il est obligé de nous faire un plongeon, que ce soit du bord ou du plot. On est cette fois-ci sur 4 longueurs et on n'a pas la redondance de l'obstacle. C'est-à-dire que là, à chaque 25 mètres, on va avoir un obstacle de nature différente. Donc, un coup tapis, un coup cerceau, un coup tapis, un coup cerceau. Là, l'élève, en fonction de ses capacités physiques et de ses préférences, il a le choix entre remorquer le mannequin enfant sur 25 mètres ou le mannequin adulte sur 15 mètres. Ça ne lui rapporte pas plus de points, mais c'est en fonction de ses capacités physiques. Les temps restent les mêmes. Ça veut dire que là, on a une longueur de plus et qu'il faut nécessairement nager un petit peu plus vite. Et enfin, le troisième parcours, plutôt réservé à des nageurs, un parcours de 5 longueurs, dans lequel on a le choix soit entre un obstacle de nature différente à chaque longueur, soit 5 mètres d'apnée à chaque longueur. Ça veut dire que là, dans notre piscine, on va matérialiser nos 5 mètres à la fois sur les lignes d'eau et à la fois sur le fond de la piscine pour que l'élève puisse avoir des repères visuels pour réaliser ses apnées. À la fin de ces 125 mètres de nage, l'élève a toujours sa minute de récupération. Il doit remorquer le mannequin enfant sur 30 mètres ou le mannequin adulte sur 20 mètres. Les temps restent les mêmes. Là, on est sur des élèves qui cherchent à avoir la plus haute note de performance à la FL1, qui vise 12 sur 12 à la partie de l'attendu de fin de lycée numéro 1. Vous pourrez regarder ces 3 parcours. Je vous ai préparé des petites vidéos qui sont un peu sympas, qui ont été faites par les élèves, qui permettent de détailler ces 3 parcours différents et les différentes étapes. Donc, c'est un petit peu comme chez toi, Fahed, sauf que nous, on n'a pas des choses à aller chercher au fond de la piscine. non, mais en fait, On va centrer nos trucs sur les Je me suis obstacles. trompé. Je me suis trompé. Il n'y a rien à récupérer. C'est le ramadan qui m'a fait dire des conneries. C'est pas grave, Non, ça. en fait, maintenant que j'ai mieux regardé ta fiche, parce que j'étais en train de conduire tout à l'heure, et effectivement, ça ressemble vachement. Donc, on a des obstacles, pareil. Et par contre, par rapport au choix du mannequin, c'est la même chose. C'est soit enfant, soit adulte. Donc, je crois que on a quasiment la même chose. Tu pourrais la partager? Là, dès que je Non, suis. non, pas forcément là, mais Quand qu'on tu puisse auras un Je la te moment. l'enverrai. regarder. Je te l'enverrai sans problème, avec plaisir. Alors ensuite, on propose, comme je le disais tout à l'heure, des adaptations. Même en première et en terminale, on a encore des élèves qui ne sont pas des super nageurs. Et ça, malgré
toute la bonne volonté qu'on peut y mettre, malgré généralement des élèves qui s'entraînent, qui prennent des cours à côté, on a encore des élèves qui n'arrivent pas à réaliser le parcours 1. Donc pour ça, les adaptations qu'on peut proposer, même au bac, c'est la réalisation du parcours avec une aide à la flottaison. Donc il y a des élèves qui me disent, moi, je ne me sens pas d'enlever la ceinture, je veux garder un boudin, ça ne nous pose pas de problème. On a des élèves Non, qui… excuse-moi, je te coupe. Donc, l'élève est autorisé, on va dire, à utiliser un flotteur pour Ouais, passer ouais, l'épreuve. ouais. Bien Ah, je sûr, on savais va pas pas. mettre tous les points, Oui, il y aura pas bien tous les pas points, dans bien les sûr. mêmes conditions que les autres, mais pourquoi pas? On veut lui proposer des conditions qui permettent au moins de réussir le niveau minimum. D'accord. Ensuite, j'ai également des élèves, tu peux leur proposer tous les exercices que tu veux, faire toutes les répétitions que tu veux. Même avec le mannequin enfant, ils n'arrivent pas à le tirer sur 15 mètres. Donc, ce qu'on leur propose, nous, on a acheté des grosses bouteilles d'eau. On en a une de 5 litres et une de 15 litres. Et ça leur permet quand même de faire un petit reportage, oh là là, je commence à être fatigué, moi, c'est pas le ramadan, mais ça leur permet également de faire un petit remorquage et de nous montrer que sur quelques mètres, ils sont capables de remorquer quelque chose. Alors, bien sûr, ils n'ont pas les points de remorquage ou pas tous les points de remorquage, mais au moins, ils nous proposent un petit quelque chose. Ensuite, ce que je voulais dire au niveau de la nage par rapport au remorquage. On a des élèves qui font des super rétropédalages géniaux, ok. On a aussi des élèves qui nous font jambes de brasse. Ça n'a aucun impact sur la qualité du remorquage, c'est-à-dire que le mannequin va pas faire le bouchon, va pas avoir la tête qui va aller dans l'eau. On n'enlève pas de points si l'élève a fait des jambes de brasse sur son remorquage. Ça ne, ça n'entraîne pas de problème supplémentaire sur sur le mannequin. Ça n'a pas de cause, comment je dis, ça n'aggrave pas le cas de la personne qui est sauvée. Donc, on n'enlève pas de points si le remorquage est fait en jambe de brasse. Voilà ce que je voulais vous dire sur nos différents parcours. Ça fait maintenant 3 ans qu'on les teste, qu'on les modifie. Et je crois qu'avec ces parcours-là, on a trouvé une formule qui nous convient enfin. Alors ensuite, au niveau des contenus, je vous propose un petit projet de cycle. Bien sûr, ça peut être différent, vous avez peut-être d'autres techniques. Euh, Sur la première séance, je suis sur une évaluation diagnostique. Je veux voir comment mes élèves nagent, comment ils savent plonger, et je travaille tout de suite les compétences du parcours numéro 1, que ce soit en première ou en terminale, pour voir ce qu'ils sont capables de faire. Tous les élèves travaillent avec le mannequin enfant, et en fait, tu disais que tu n'avais pas d'idée de ce que tu pouvais faire en remorquage. En fait, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de mauvaise proposition. Euh, Il y a des moments où je les mets sur le dos, où je les fais travailler en jambes de brasse, comme si c'était en remorquage. Je leur mets une planche entre les bras et je leur dis, voilà, là, il n'y a aucune difficulté. On travaille simplement les jambes, donc c'est parti. Il y a des fois où je les mets en binôme. Ils travaillent avec leurs camarades et sur 5, 6 mètres, je leur fais travailler le remorquage. Il y a des fois où je prends mes bouteilles d'eau pour leur faire travailler le remorquage. Donc, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de mauvaise proposition du moment que tu essaies de décomposer tous tes parcours et que tu essaies de leur faire travailler toutes les compétences liées à ces parcours-là. Donc, toutes les propositions sont possibles. Donc, travail des compétences du parcours 1 à la première séance, découverte de ce parcours. À la séance numéro 2, en fonction de nos différents niveaux, on peut travailler sur le remorquage enfant. Pour les plus costauds, tout de suite sur le remorquage adulte. Je fais toujours à chaque séance du travail qualitatif en crawl. On a encore en première, en terminale, des élèves qui ont des grosses difficultés dans la gestion de la respiration en crawl. Donc, on peut avoir exactement les mêmes contenus qu'en natation, hein. Je propose une séance où on apprend à passer sous les obstacles correctement, à faire un plongeon canard qui soit correct. Là, tu peux très bien utiliser des objets immergés que tu vas mettre au fond de la piscine, où tu demandes aux élèves en un temps limité d'aller chercher l'objet, d'avoir un beau plongeon canard. Tu peux faire des systèmes de relais. Tout est envisageable du moment que tu travailles tes compétences qui vont servir à réaliser les parcours. Donc, les 2 premières séances, plutôt le premier parcours. Les 2 suivantes, plutôt le deuxième parcours. En milieu de cycle,
une évaluation diagnostique. Et puis ensuite, pour les plus costauds, on travaille sur les compétences du parcours 3, leçon 5, leçon 6. Et puis ensuite, une évaluation de type bac à la leçon 7 qui permet d'avoir une note de trimestre. Et puis généralement, la leçon 8 qui va être réservée au CCF de bac. Voilà pour ce projet de cycle que je peux vous proposer. Bien sûr, il peut y en avoir bien d'autres et on peut utiliser bien d'autres techniques, j'imagine. Est-ce que tu as des questions, Fahed, ou est-ce que ça te paraît plutôt clair? Bah écoute, c'est clair pour moi, mais j'attends je commence lundi en fait mon cycle, donc je te raconterai. N'hésite pas à me raconter, faire des vidéos, nous dire ce que tu proposes. Peut-être que tu vas trouver d'autres choses. Ouais, N'hésite pas à nous l'envoyer, ça serait chouette. ça marche. Ensuite, comme d'habitude, je vous ai mis une foule de documents sur le sauvetage aquatique. Donc, des documents plus généraux sur le champ d'apprentissage numéro 2, des documents sur le sauvetage aquatique en collège, en lycée, des documents sur le sauvetage aquatique qui sont plutôt centrés sur le cycle 3, donc vraiment avec des jeux plus ludiques, un traitement de l'activité assez complet que tu pourras regarder, qui t'aidera. Je ne vais pas détailler tout le document, mais qui est vraiment pas mal. Donc, vous avez tout un tas de documents. Je vous ai également mis dans notre bibliothèque, qui est la même que d'habitude, sur Cifadis, euh, qu'on trouve tout à la fin de notre page, toutes les fiches bac et tous les documents utilisés ici à Mermoz, donc, que vous retrouverez dans le champ d'apprentissage numéro 2. Donc, vous avez déjà pas mal de docs concernant cette activité. Est-ce que je vais réussir à trouver la bonne page? La voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Est-ce que nous avions à vous dire? Est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce que tu as d'autres... Est-ce que tu as des craintes avant de te lancer là-dedans? Des choses sur lesquelles on pourrait t'aider peut-être? Ben, en fait, non, tu as été clair. Maintenant, je vais regarder les documents que tu as partagés. Et après, bon, j'hésiterai pas si j'ai des questions, par contre, à t'envoyer un message. Pas de problème. N'hésite pas Voilà, à envoyer un c'est message gentil. ou téléphoner. J'essaierai de t'aider. Super. Merci beaucoup. En tout cas, on te remercie parce que sans toi, ce soir, on faisait chou blanc. Donc, Ouais, non, mais nous à Massignon, tu vois, avec le ramadan, c'est ouf. En plus, on est en pleine réunion parents-prof aujourd'hui, donc il y a plein de collègues qui sont en réunion. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de réunion. Ils m'ont annulé les cours, j'ai pas eu de réunion, donc c'est pour ça que je suis là. Sinon, j'aurais pas pu. c'est super. Voilà. Concernant la prochaine communauté, donc elle était prévue le 18 avril et nous devions parler de baseball. Il se trouve que le 18 avril, je serai en déplacement au Togo. Donc, peut-être que Jim va me remplacer sur cette communauté. Peut-être que ce sera notre collègue de Boston qui interviendra. On va se mettre d'accord et on vous tiendra au courant sur la date de la prochaine communauté. On ne sait pas encore exactement quand on va la faire. Ça marche. Voilà, Fahed. Allez, ben merci. Merci à Merci. tous les deux. Au Salut plaisir. Fred. Très bonne Passe une bonne soirée. soirée Salut. avec ton équipe. Bye bye. Merci. Ciao, ciao. Ciao.